Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de la terrasse. Ce sont des ateliers digitaux et physiques puisque aujourd'hui j'ai la chance dans la salle d'avoir Arnold Migan qui est avec moi, qui participe en même temps que vous à distance de chez vous, de votre bureau. Comme je l'ai déjà précisé, je reviens là-dessus sur quelques petites règles. La première, c'est de mettre vos micros sur muet après notre bonjour et de poser vos questions sur Converser sous forme de chat. Je me ferai un plaisir de poser toutes les questions que vous aurez mises, bien entendu, à Damien, puisque c'est lui l'animateur de cette session. Vous êtes entrepreneur, vous êtes télétravailleur, vous êtes collaborateur d'une grande entreprise ou professeur, étudiant. Nous sommes là à la Terrasse Discovery pour vous recevoir et pour vous permettre de rompre avec la solitude du dirigeant, de réseauter lors d'événements, de travailler dans une communauté active, d'apprendre pour accélérer votre business. En fait, la Terrasse Discovery est un lieu innovant de la Banque Populaire Val-de-France qui permet de vivre une nouvelle expérience de travail à Paris-Saclay, sur le plateau de Saclay. Évidemment, nous sommes post-confinement, donc le déconfinement se fait progressivement et on est très content de pouvoir vous retrouver progressivement au sein de la Terrasse Discovery. Et nous avons de nouveaux coworkers qui arrivent depuis cette semaine. Par solidarité et face au confinement, justement, nos coworkers ont voulu partager leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Et nous avons donc constitué ces ateliers webinaires de la terrasse qui apparaissent sous le hashtag webinaire de la terrasse sur LinkedIn. Donc vous pouvez nous suivre directement ou le hashtag la terrasse discovery. Et sinon, vous avez @ la terrasse discovery ou la terrasse D sur Twitter, la terrasse discovery étant sur LinkedIn. Pour votre information aussi, vous avez des webinars qui vont arriver après celui de Damien. On continue, on poursuit en fait notre série de webinars. Le 27 mai, on fait un retour sur Manager déconfiné, réussir la reprise, avec un débriefing qui aura lieu sur place et qui aura lieu à distance. Alors, vous voyez, il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas mis leur micro sur muet. J'ai le plaisir d'arrêter les micros, voilà. Et donc, le 27 mai, je vous ai dit, c'est un débriefing. Vous voyez qu'on fait du suivi aussi suite à nos webinars. Le 28 mai, nous avons de la sécurité économique avec Marc Stoll de Resilio qui viendra nous parler de comment assurer la sécurité, la sûreté de nos sites pendant et après le confinement, donc quelque chose de plus sécurité physique cette fois-ci. Arnold, donc, qui est présent avec moi de Hug The Human Growth, qui nous fera, lui, le 2 juin, de 13h30 à 14h30, un webinar sur comment faites-vous pour motiver vos équipes à distance en temps de crise. Voilà pour vous dire que nous ne sommes pas sans reste et que nous sommes là pour vous aider, vous accompagner dans votre business. Et aujourd'hui, nous avons donc le webinar de Damien Cuoc qui est sur la créativité. Damien est expert en créativité et donc je lui laisse la main pour se présenter d'une part et d'autre part pour nous expliquer comment améliorer notre capacité à être de plus en plus créatif dans une période de crise comme celle que nous avons vécue et que nous vivons encore. Damien, je te laisse la main. C'est à moi. Merci Charles pour cette introduction. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans cet atelier ou ce webinaire comme on a eu l'occasion de le faire tout au long de cette crise. J'aime bien partager les choses. Alors le partage évidemment est un peu plus compliqué que d'habitude en présentiel. Malgré tout, on s'adapte aux outils ou on adapte les outils à cette nouvelle façon de travailler. Et peut-être qu'à l'avenir, un mixte des deux il en sortira peut-être quelque chose d'optimum. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est autour de l'innovation et de la créativité essentiellement. Donc une petite heure pour vous évoquer le sujet. Puis si ça vous inspire, si vous avez des questions, vous les posez. Puis Charles, ce sera un plaisir de me les relayer, soit au fil de l'eau, parce que c'est important. À un moment donné, vous avez une question qu'il ne faut pas laisser en suspens, soit à la fin, on prendra le temps d'essayer de répondre à toutes vos questions. J'ai déjà noté quelques questions de gens qui avaient posé des questions au moment de l'inscription. Donc voilà, je tâcherai d'essayer d'éclairer un petit peu quelques interrogations. Donc moi, je suis addict à deux choses essentiellement, addict au sport, mais on ne va pas parler de sport aujourd'hui. Je pense qu'Arnold
Migan, qui est présent, en parlerait bien mieux, est addict à l'innovation ou à la créativité. J'aime bien voilà, produire de nouvelles choses, produire de nouvelles solutions. Et donc, je me suis intéressé à ces techniques d'innovation depuis plusieurs années. J'ai un parcours d'ingénieur. J'ai bourlingué dans plusieurs boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes. J'ai été aussi associé dans une PME, dans une start-up, avant de fonder InnoWide il y a quelques années, où j'accompagne les entreprises pour leur permettre d'accélérer leurs projets d'innovation, leurs projets d'exploration. Et pour cela, je construis avec eux une équipe qui leur est dédiée, une équipe d'explorateurs, d'experts, qui va leur permettre qui va amener de la connaissance nouvelle et permettre de voir des choses et de multifertiliser un point de vue. J'amène des techniques ou plutôt un cadre très structuré pour faire de l'innovation, même si parfois le terme cadre structuré, innovation ou créativité plutôt peut paraître deux termes qui ne vont pas ensemble. Et pourtant, il existe des méthodes, et on en verra un aperçu aujourd'hui, qui sont des méthodes assez systématiques et assez rigoureuses pour faire de la créativité. Et enfin, dernier point, je les aide à faire de la conception agile. Donc, rapidement, quand on a une idée, c'est à produire cette idée, à la transformer en tangible pour relancer la créativité et pour permettre de valider cette idée auprès des clients, auprès d'autres personnes, avec un produit qui soit concret et qui puisse permettre, par des itérations successives, d'arriver jusqu'à la solution finale, la solution espérée. Je démarre. Donc aujourd'hui, enfin, on va parler de créativité. Avant tout, c'est important de repositionner peut-être la notion de créativité. On en parle beaucoup et au final, c'est important de préciser ce que c'est. Donc la créativité, en fait, c'est cette capacité qu'on a à créer une solution nouvelle, donc originale, qui n'existait pas avant et qui va permettre de résoudre un problème ou bien permettre d'apporter une nouvelle valeur. Une valeur ajoutée, de répondre à un besoin essentiel. Elle se positionne, cette créativité, si on dessine un axe avec à gauche un espace, un domaine dans lequel tout est possible, jusqu'à droite un espace dans lequel on est ancré dans la réalité, elle se positionne juste après l'imagination. Donc l'imagination, c'est cette faculté qu'on a de se représenter des choses réelles ou pas à travers des dessins. C'est l'auteur qui va écrire un roman, c'est l'artiste qui va peindre un tableau qui sort de son imagination. Voilà, on va créer des choses qui n'ont pas d'autre vocation que d'être dans de l'imaginaire. La créativité, on cherche à résoudre un problème, et donc on va imaginer des choses qui apportent une solution. L'invention, c'est quand on passe dans le réel, on va traduire cette idée que l'on a qui émerge de cette créativité, on va la traduire dans quelque chose de tangible, de concret, à l'aide de technologies, à l'aide d'un processus, à l'aide de procédés, mais sans forcément toucher un marché tout de suite. Parce que les technologies ne sont pas matures, c'est trop cher, parce qu'il y a besoin d'autres technologies ou d'autres évolutions en parallèle de cette invention pour que ça puisse devenir une innovation. Je prends par exemple la télévision haute définition. Donc les constructeurs ont inventé il y a quelques années des dalles de télé, des écrans de télé avec une très très grande résolution, et pourtant ça n'a pas vu le jour avant plusieurs années, parce qu'il fallait évidemment que toute la chaîne télévisuelle suive, donc que les émissions soient enregistrées en TV HD pour qu'on ait la TV HD au bout du processus. Et puis enfin, l'innovation, c'est quand l'invention trouve un marché. Donc quand l'invention s'ancre dans le réel avec un marché, donc on a une invention qui apporte une valeur ajoutée, qui résout un problème, et donc elle intéresse une catégorie de personnes qui va acheter cette invention ou bénéficier de cette invention. Voilà, je passe sur cela. Alors, une des grandes questions sur la créativité, parfois, et en particulier chez les gens rationnels, qui font appel à une intelligence logique, on a le sentiment de ne pas être créatif, et on dit la créativité, c'est pas pour moi, c'est réservé à des designers, c'est réservé à des artistes, c'est réservé à des gens qui produisent plein d'idées à la seconde. Et pourtant, on est tous créatifs, puisque comme on l'a vu, la créativité, c'est cette capacité qu'on a à identifier des solutions nouvelles. Et on a tous cette capacité-là, et un jour, à tout instant, on arrive à sortir des solutions. Après, cette intelligence créative, elle est plus ou moins activable suivant les personnes, suivant son profil, mais on est tous créatifs.
Donc déjà, enfin, que vous soyez rassurés par rapport à ça, on est tous créatifs. L'essentiel, ça va être de trouver les méthodes, les techniques qui permettent de réveiller cette créativité, qui sommeille en tout un chacun et puis qui parfois est bridée par des pièges. Et on va lister quelques pièges. Notamment un des pièges de la créativité, ça peut être le stress, ça peut être quand on a une injonction très forte de votre supérieur ou de votre entreprise à créer, où on dit il faut être créatif, le risque c'est de bloquer la créativité. Et on voit dans une période telle que l'on vit là, la créativité va être peut-être malmenée parce qu'on vit une période compliquée qui peut être source de stress, de frustration. Et donc, on a du mal à être créatif. Et on va voir un peu plus tard, le processus créatif nécessite d'avoir du temps, nécessite de pouvoir prendre du recul et de se détacher d'un certain nombre de choses qui sont vues comme des contraintes, des frustrations, des sursollicitations et qui vont empêcher cette créativité. Et on va voir quels sont les outils qui peuvent accélérer ce processus de créativité. Donc déjà, quelques petits exercices. Donc si je vous présente, donc c'est l'échiquier d'Adelson qui est assez connu pour mettre en évidence un des biais. Si je vous montre cet échiquier, j'ai repéré 2 cases, la case A, la case B. Laquelle des 2 cases, selon vous, vous paraît la plus foncée? Donc, alors, je ne vois pas j'ai pas activé je suis en mode plein écran, vos retours. Mais est-ce que vous pouvez, et Charles me fera un retour, me dire selon vous, selon votre perception, quelle est la case qui vous apparaît la plus foncée? Essayez pas de dire, s'il me pose cette question, je vois que c'est celle-ci, alors je réponds l'autre parce qu'il doit y avoir un piège. C'est pas une question de piège, c'est une question de partager ensemble nos perceptions. Quelle est la case qui vous apparaît la plus foncée dans cet exercice, enfin dans cette représentation? Donc dans commentaire, vous répondez A ou B. Donc il y a beaucoup de réponses A qui arrivent. Beaucoup de réponses A, ça me rassure. Donc effectivement, la réponse A est celle qui communément apparaît peut-être 80% du temps, les gens répondent A et moi je fais partie de cette catégorie de personnes. Je vois la case A plus foncée que la case B et pourtant je connais la solution puisqu'en fait les 2 cases sont exactement de la même couleur. Je vous mets un petit rectangle du même teinte râle, du même gris, le gris du A, le gris du B est bien le même. Pourtant le cerveau voit la case B plus claire. Pourquoi? Parce que la case B est une case blanche qui est à l'ombre, donc elle est avec le même gris que la case A dans l'exercice, mais le cerveau l'interprète et nécessairement il fait apparaître la case A plus claire parce qu'il ajuste le fait qu'il y ait de l'ombre et se dit ok, elle est peut-être de la même couleur mais je ne la vois pas. Le capteur n'est pas absolu, on ne mesure pas la couleur de façon absolue, on la compare. Et donc c'est un biais, c'est-à-dire c'est un travers qu'amène le cerveau, un filtre de la perception. On perçoit les choses et le cerveau va filtrer les choses, va les déformer. Et ça, c'est un premier piège à la créativité. On va voir comment on peut tomber dans ce piège. Donc ça, c'est un premier biais, on va voir. Voilà. Damien, un autre exercice qui met en évidence autre chose. Donc c'est le jeu des allumettes, vous savez, où vous avez des allumettes et puis on vous demande en déplaçant 1, 2, 3 allumettes de résoudre un problème. Ce que je vous demande, là, vous avez 4 allumettes positionnées en croix, c'est d'afficher un carré en déplaçant une seule de ces barres, une seule de ces lignes, une seule de ces allumettes. Si quelqu'un connaît déjà le problème, évidemment, c'est biaisé. En revanche, je vous laisse 15 petites secondes pour réfléchir. Si quelqu'un a la solution, qu'il le partage avec Charles dans les commentaires. Donc, une seule allumette à déplacer pour afficher un carré. Charles, est-ce qu'il y a des... Non, pour l'instant, les gens sont très dubitatifs. Très dubitatifs. Ils ne voient pas beaucoup, non. C'est tout à fait normal. L'exercice, qui est un exercice connu également, met en évidence le fait qu'on a une perception des choses par rapport à ce que l'on connaît. Et quand je vous ai demandé d'afficher un carré, automatiquement, le cerveau fait référence à la figure géométrique carré. Et donc, on cherche à faire ce carré, une figure, un quadrilatère, avec 4 côtés de même longueur et des angles droits. Et vous essayez, et évidemment, je ne connais pas de solution en déplaçant une seule allumette.
En revanche, si on réinterprète l'énoncé et qu'on se repose la question, il existe peut-être d'autres carrés que cette figure géométrique. En l'occurrence, le 4. 4, qu'est-ce que c'est? Donc je déplace une allumette, je forme un 4. 4, c'est le carré de 2. 2 fois 2 égale 4, 2 au carré, donc le carré de 2, c'est 4. Et là, évidemment, c'est un exercice qui n'a que pour vocation de vous faire sortir du cadre et de dire finalement, je ne dois pas m'en tenir à ma première impression, mais peut-être que j'ai besoin, pour être créatif, de repositionner le problème, de désapprendre ce que je connais pour essayer de voir les choses autrement. C'est le changement de point de vue qui est très important. Donc là, on a bien construit afficher un carré, et donc le terme afficher un carré aussi, les mots sont choisis pour vous, dans le terme affichage, pour vous amener pour chercher cette figure géométrique, et en fait, la solution n'est pas une figure géométrique. Et des carrés, évidemment, il y en a d'autres. Carré VIP, voilà, on peut trouver d'autres carrés. Donc, il ne faut pas s'en tenir à cette première impression et parfois se re-questionner sur finalement le problème, quel est-il, comment le reformuler, comment le réinterpréter. Et parfois, on va trouver la solution simplement en re-questionnant. Un exercice que je fais souvent, c'est du question storming au lieu de faire du brainstorming, où on va chercher à résoudre un problème. On pose un problème au milieu d'un tableau blanc. On dit voilà, quelle est la solution pour corriger telle chose ou pour résoudre tel problème. Et on va chercher, tout le monde va chercher les solutions. On est tout de suite dans la solution. Parfois, on va faire le question storming. C'est plutôt que de lister des réponses, c'est de lister des questions. Un maximum de questions sur le problème. Et parfois, le fait simplement de lister ces questions va amener une solution. On va poser une question, on va dire, mais bon sang, c'est bien sûr, en posant cette question, on a la réponse. Donc là, typiquement, on va voir ce biais, comment est-ce qu'on l'appelle. Donc, l'essentiel des pièges de la créativité sont des pièges, on a des problèmes de fixation psychologique. Le cerveau fonctionne d'une certaine façon, et si on laisse le cerveau travailler de cette façon, eh bien, on arrive toujours au même résultat. On va tomber dans ces fixations, tomber dans ces pièges. Le premier piège, donc, c'est les biais cognitifs. On l'a vu à travers l'échiquier d'Adelson. On filtre la réalité et du coup, on interprète d'une certaine façon et on occulte certaines solutions que l'on pourrait imaginer, mais on ne les voit pas, on les imagine. L'esprit reste limité à nos connaissances. Évidemment, on ne travaille qu'avec ce que l'on connaît. Et donc, le carré, par exemple, la connaissance du carré, c'est la figure géométrique, vous cherchez à résoudre ce problème. Vous ne vous reposez pas la question, finalement, qu'est-ce qu'un carré? Et on va décoder qu'est-ce qu'un carré, on va rechercher et se re-questionner sur le carré, trouver d'autres carrés, et puis peut-être que là, on va trouver la solution. Et enfin, un dernier piège, c'est ce qu'on appelle la fixation fonctionnelle. C'est le fait que, souvent, à un objet, on lui associe une fonction principale. Une et une seule fonction. Et on a du mal à avoir un objet pour une autre fonction. Donc, une voiture, c'est pour se déplacer. Est-ce qu'aujourd'hui, une voiture électrique, on l'imagine aussi comme une batterie qui, quand on ne l'utilise pas, va servir à stocker l'énergie d'une éolienne ou de panneaux solaires et peut redistribuer cette énergie à d'autres. Donc, l'utiliser comme un stockeur d'énergie. Est-ce qu'on peut utiliser... Voilà, tout ça, c'est des choses que l'on ne voit pas immédiatement. Et donc, ça, c'est le phénomène de fixation fonctionnelle. Il existe un exercice, un atelier qui permet de mettre ça en évidence. Ça consiste à mettre des personnes dans une salle avec, en tout et pour tout, une bougie, une boîte d'allumettes et une boîte de punaises. Et on leur demande de trouver une solution avec uniquement ces éléments pour fixer la bougie allumée au mur. Donc évidemment, si on la fixe directement inclinée, la cire coule, la flamme s'éteint, etc., ça ne fonctionne pas. Et tout le monde essaie de coller cette bougie avec sa propre cire. Et personne n'utilise vraiment tous les éléments. Et en fait, donc ça ne marche pas. Et la solution, c'est d'ouvrir la boîte de punaises, de vider les punaises et d'utiliser la boîte comme un petit réceptacle que l'on fixe avec les punaises sur le mur. Et on vient poser la bougie dans cette boîte. La bougie est verticale et donc tout fonctionne bien. Et ça, très peu de personnes le voient. Et si on refait l'exercice avec d'autres personnes et que cette fois-ci, la boîte, on la présente ouverte avec les punaises extraites, donc déversées sur la table, vidées sur la table, alors là, beaucoup plus de personnes trouvent la solution parce qu'on a donné une nouvelle fonction à cette boîte. Au départ, on la voyait comme la boîte, le contenant des punaises.
Là, on la voit comme un élément qui peut servir à autre chose. Donc ça, c'est important, et on va le voir dans les méthodes, dans les leviers que je vais vous présenter. C'est un des piliers de ces méthodes, c'est de forcer à voir les objets, à voir les choses autrement, avec des petits outils qui permettent de quitter, enfin de forcer les choses, d'imposer des contraintes, et donc de créer dans l'imaginaire des générateurs qui vont permettre de générer des pistes qui vont permettre d'avancer dans la créativité. Donc là, la fixation fonctionnelle, c'est quelque chose d'assez piégeant. D'ailleurs, c'est assez piégeant et c'est assez particulier. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de services sont très hybrides. On n'a plus un objet qui réalise une fonction, on a parfois un objet qui est associé à une plateforme numérique, qui est associé à une intelligence artificielle ou autre. On a un ensemble toute une chaîne qui va réaliser, rendre un service. Je pense aux objets connectés, par exemple. Et donc, on perd cette identité d'objet. Et donc, c'est assez compliqué pour les designers de donner des formes, de créer des applications avec des identités qui immédiatement parlent aux personnes. Quand on utilise l'application, on comprend ce que ça fait parce qu'on a perdu un peu un objet égale une fonction dans la réalisation même des solutions aujourd'hui qui sont hybrides, qui font appel à des technologies multiples. Alors, on a vu que donc on est tous créatifs. Il existe malgré tout des pièges. Il faut voir comment les passer. Et pourtant, le processus créatif est assez simple. Le processus créatif, donc, il est représenté ou modélisé par Graham Wallace en 4 étapes. Première étape, c'est la phase de préparation. On s'approprie le problème. On comprend, on se pose les bonnes questions et on n'hésite pas à se poser des questions pour éviter de tomber dans le piège que l'on a vu tout à l'heure j'entends un problème et je le comprends d'une certaine façon et je ne le remets pas en cause. Et je me suis trompé dès le départ, donc je vais chercher une solution qui n'est pas forcément la solution que je dois rechercher. Ensuite, la deuxième étape, c'est une phase d'incubation. Et justement, pour cette phase d'incubation, elle fonctionne bien si on laisse faire l'inconscient. Parce que si on laisse faire le conscient, les biais sont actifs. Si on est consciemment en train de chercher une solution, on tombe dans tous les pièges que l'on a vus. Alors que quand on laisse faire l'inconscient, on se détache du problème, donc on le revoit peut-être comme quelque chose de nouveau, avec une nouvelle approche. Et puis aussi, l'inconscient va passer outre tous les biais que l'on a vus. Et donc cette phase d'incubation, elle se fait dans le sommeil ou à demi-sommeil, pendant qu'on fait du sport. Par exemple, moi, c'est quand je cours et que j'arrive dans cet état où après 20-30 minutes de course à pied, vous êtes dans un état zen. Eh bien, c'est souvent là que j'ai des solutions qui me viennent pour résoudre des petits problèmes du quotidien. Voilà. J'arrive à prendre du recul et à résoudre de façon plus sereine les problèmes, de façon être plus serein pour résoudre les problèmes. Et puis vous avez l'illumination, c'est le fameux Eureka. À un moment donné, en phase d'incubation, les idées s'associent et vous trouvez la solution à un moment inattendu et vous avez l'idée créative. Donc là, ça c'est très bien. Puis après la vérification qui est finalement cette idée créative, il faut la confronter à la réalité. Est-ce que l'idée que j'ai eue finalement est une solution? Il ne faut pas s'en tenir non plus à une seule idée. Quand on travaille dans l'inconnu, si on cherche à résoudre un problème qui n'est pas simple, on va faire de l'innovation de rupture, on va être en rupture par rapport à ce qu'on connaît, on ne fait pas de l'innovation incrémentale. Et donc, il faut parfois avoir plusieurs idées, parce qu'on peut avoir une idée, puis quand on la confronte à la réalité, eh bien, l'intuition que l'on avait s'avère fausse, parce que l'idée on ne peut pas la mettre en œuvre facilement, elle n'est pas désirable par les gens qui ont le problème, on s'était fait une fausse idée, etc. Donc, il faut vérifier, confronter et avoir plusieurs idées parce qu'il faut accepter aussi, quand on fait de l'innovation, d'avoir des pistes qui débouchent sur un cul-de-sac. On a une piste, on la développe et puis rapidement, on se rend compte que ce n'est pas une bonne idée dans ce contexte. Il faut trouver une autre idée. Donc, surtout, ne pas rester ancré sur une seule idée. On trouve qu'on a une idée lumineuse et on cherche à tout prix à défendre cette idée. Donc, quand on fait de l'innovation et quand on a besoin de chercher des solutions, surtout ne pas se priver de trouver un maximum d'idées, d'où l'intérêt d'avoir des outils pour être créatif et générer plein d'idées. Et parmi toutes ces idées générées, certaines seront écartées, certaines ne sont pas originales et ne répondent pas au problème, et puis d'autres seront les vraies bonnes idées qu'il faudra activer. Donc ce processus,
on voit qu'il est tout simple, mais malgré tout, il fait appel à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est cette phase d'incubation, d'illumination. Donc l'idée, c'est est-ce qu'il existe des outils, des méthodes, des façons de faire qui vont permettre d'incuber, de favoriser cette incubation et d'activer un peu plus rapidement cette illumination. C'est ce qu'on va voir, c'est de rendre de façon artificielle, de provoquer des flashs dans le cerveau pour arriver à créer cette phase d'incubation et d'illumination presque à la demande. Donc les leviers que je vous présente, c'est le premier levier, c'est on a parlé des biais psychologiques. Je vais vous présenter 4 biais psychologiques qui sont les biais les plus couramment rencontrés, qui sont les biais les plus piégeurs, et quels sont finalement les antidotes ou les solutions pour déjà prendre conscience de ces biais. C'est déjà un premier pas, et ensuite d'avoir quelques clés pour limiter ces biais. Malgré tout, ces biais, chasser le naturel, le revient au galop, c'est pas évident. Et moi, tous les jours, je tombe dans mes propres biais, et pourtant, j'ai étudié tous les biais et j'ai étudié tous les antidotes, mais ça revient spontanément, et parfois c'est même le système limbique qu'on hérite des milliers d'années qui crée ces biais, donc c'est très très difficile d'en être conscient et de se détacher de ces biais de façon très consciente. Ensuite, le deuxième levier, ce que je vous propose, c'est de déconstruire le connu. On a vu que quand on est sur du connu, on a cette fixation fonctionnelle, on voit un objet pour ce qu'il sait faire, et si on doit chercher une solution, on va chercher à complexifier l'objet, à l'améliorer, alors que ça ne suffit pas, on doit être en rupture. Aujourd'hui, avec la crise que l'on connaît, on voit bien que les solutions d'hier ne sont certainement pas les solutions de demain pour résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes sociétals, économiques, ou tout un tas de problèmes, ou simplement un problème d'organisation. J'avais une question, c'était comment mettre cette créativité au service de la planification vraiment de l'activité avec les enfants. Effectivement, on va vivre avec ce Covid pendant encore un certain temps. Il faut apprendre à travailler en présentiel, en distanciel. C'est compliqué. Donc voilà, il va falloir trouver de nouvelles solutions, et on ne peut pas appliquer ce qu'on appliquait avant puisqu'on est dans un référentiel nouveau. Donc il faut trouver des solutions nouvelles. Les solutions d'avant ne fonctionnent pas. Donc il faut déconstruire le connu pour pouvoir se détacher de cette fixation fonctionnelle et avoir l'opportunité de créer des solutions qui vont résoudre le problème et qui n'étaient pas imaginables sans déconstruire. Et puis on va le reconstruire autrement en activant, comme je le disais, avec l'aide de déclencheurs, en activant des mécanismes du cerveau pour stimuler cette créativité et pour éviter de rester uniquement sur de la créativité, sur ce qu'on appelle un raisonnement restrictif, qui est le raisonnement que l'on a couramment quand on se pose une question, on cherche une solution. On va essayer d'aller vers un raisonnement expansif qui est je vais identifier des choses que je n'imagine pas simplement, mais il me faut des outils, il me faut des déclencheurs, il me faut des catalyseurs, des éléments qui vont me permettre comme point de départ pour imaginer des choses qui ne sont pas évidentes à imaginer, et pourtant des choses simples. Le but dans tout ça, ce n'est pas de créer des choses compliquées. On va voir, c'est un peu le principe du frigo. C'est faire de l'innovation même en rupture, c'est parfois trouver une solution un repas à faire avec uniquement ce que l'on a dans le frigo. On ouvre le frigo, on a des ingrédients dans son frigo et on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Après, il faut être créatif pour faire un plat qui sorte un peu de l'ordinaire avec uniquement ce que l'on a. La créativité et l'innovation, c'est souvent ça. C'est ne pas aller chercher des choses compliquées, des choses loin de ce qui existe. C'est faire avec ce que l'on a, mais les recombiner et les utiliser autrement. Et ça peut se faire à l'aide de ce mécanisme de déconstruction, désapprentissage et de reconstruction autrement à l'aide d'outils. Je ne sais pas, est-ce que Charles, il y a des questions à ce niveau-là qui méritent, qui nécessitent d'y répondre maintenant, ou est-ce que je poursuis? Non, je pense que tu poursuis. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Pour l'instant, je pense que tout le monde est accroché à tes lèvres, donc ok. Tu peux continuer. Très bien. Alors, on poursuit. Donc, on va voir ces 3 leviers. Donc, déjà, les biais cognitifs. Donc, je vous en présente 4 biais cognitifs qui sont des biais couramment rencontrés. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. C'est le biais que vous avez vécu, que l'on a vécu tout à l'heure sur la croix avec lequel on doit afficher un carré en bougeant une seule barre. Ça consiste, on utilise en fait une seule information, la première impression qui était perçue. Donc, on vous pose un problème. Si vous ne questionnez pas, vous vous êtes fait une impression de ce problème. Vous en avez une compréhension. Et parfois, c'est pas exactement, vous le voyez à travers votre prisme, et c'est pas suffisant. Donc, ce qu'il faut, c'est questionner et se faire un maximum récolter un maximum de premières impressions, questionner d'autres personnes, et partager les points de vue. Donc, pour sortir de cet ancrage, c'est bien de prendre conscience
que sur un sujet, on peut avoir un avis qui est biaisé par notre culture, biaisé par notre connaissance, biaisé par notre état d'esprit du moment, notre psychologie. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que je perçois dans la problématique, est-ce que c'est bien ça? Et donc, ne pas hésiter, c'est le principe de je reformule, je questionne. Ça, les enfants savent bien le faire, ils vivent très, très peu ce biais d'ancrage. C'est questionner, c'est également reformuler, dire voilà, de ce que je perçois, si je comprends bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça, pour se faire valider la compréhension. Donc, ne pas hésiter, sinon on tombe régulièrement dans ce biais d'ancrage et bien, comme une encre, on a du mal à s'éloigner des solutions déjà connues qui ne répondent pas aux besoins. On a l'encre qui est échouée au fond de la mer et on a du mal à bouger. Donc, ce biais d'ancrage, il est assez fort. Deuxième biais que je vous propose de partager, c'est le biais de conformisme. C'est cette tendance qu'on a à penser ou agir comme la majorité. C'est confortable, c'est rassurant. On se dit, je pense comme la majorité, donc c'est bien, je ne vais pas faire de vagues. On est toujours dans le thème de la mer, je ne vais pas faire de vagues. C'est le biais que l'on retrouve essentiellement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont très clivants en ce moment, je trouve. Certains réseaux sociaux, LinkedIn et d'autres, sont très clivants. Et quand on a un sujet qui est posé, parfois qui n'est pas du tout un sujet polémique, on a dans les réponses tout de suite des choses très, très, très virulentes, des réponses virulentes, vives. Parce qu'on s'est fait une idée, on répond d'une certaine façon et on rentre dans ce biais de conformisme où finalement, si une personne a pensé ça, il faut penser ça et pas penser autrement. Il faut penser parce que 1 million de personnes a liké l'article de telle ou telle personne, alors c'est forcément la vérité. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec, chez les Américains, je ne sais plus, 30% de personnes qui pensent que la Terre est plate. C'est les théories du complot. Voilà. Si plusieurs personnes pensent que tel ou tel complot existe, c'est certainement qu'il y a un brin de vérité. On l'a connu après les attentats des Twin Towers, etc. Donc ce biais de conformisme, il peut être assez puissant et assez négatif. Et donc ce qu'il faut, c'est se voir quand on a une idée qui est différente des autres, c'est pas se voir comme un trouble fait, mais se voir comme un minoritaire actif qui va participer à l'équilibre du groupe, apporter une vision différente. Par contre, il faut que le débat puisse avoir lieu et qu'on ne soit pas dans un débat stérile, dans un débat où on ne laisse pas la parole à d'autres. Ça, parfois, c'est compliqué. Mais en tout cas, on a le droit de penser autrement, d'argumenter, d'amener ses idées. Et donc, il faut se dire, je ne pense pas comme les autres. Est-ce que je me sanctionne et je me tais ou bien est-ce que j'amène ma façon de voir les choses? Eh bien, il ne faut pas hésiter à amener sa façon de voir les choses. Et voilà. Ce qui veut dire aussi que quand on fait des ateliers type brainstorming, on fait de l'intelligence collective, il faut laisser la parole à tout le monde et surtout ne pas sanctionner immédiatement, enfin pas jamais même, mais ne pas apporter un jugement immédiat sur les éléments de réflexion qui sont amenés. Sinon, on va tuer tout de suite les réflexions et la personne qui se trouve dans le cas qui est un minoritaire actif va se retrouver va devoir se laisser sa réflexion à plus tard. Voilà. Un autre biais, c'est le biais de confirmation. C'est on ne prend en compte que les informations qui dans le sens de ce que l'on croit déjà. C'est-à-dire on aime bien entendre que ce qui va dans le sens de ce que l'on connaît, que ce qui est positif, et on va rejeter immédiatement une information qui ne va pas dans le sens que l'on souhaiterait. On l'a vu aujourd'hui avec cette crise où parfois, les gens, quand on leur posait la question « Comment vous pensez que la suite va être ? Est-ce que vous pensez que le professeur Raoult a raison ?» Évidemment, on a envie de penser que certaines de ces déclarations sont vraies. Quand il annonce que le virus va s'arrêter naturellement, on a envie que ce soit comme ça. Et donc, on a ce biais de confirmation qui fait qu'on entend cette information et on la pense vraie, on la pense juste et on la considère avec une plus grande importance qu'une autre information qui serait un protocole qui montre que non, ou un essai ou voilà, des tests qui montrent que c'est pas forcément vrai. Et ça, c'est lié, ça c'est très ancré dans notre cerveau, enfin dans notre cerveau limbique parce que en fait, historiquement,
quand on était des chasseurs-cueilleurs, eh bien, quand on avait une mauvaise expérience, on mangeait une baie qui n'était pas bonne ou autre, on retenait cette expérience et pour pas reproduire cette expérience. Et donc, en fait, tout ce qui est négatif est forcément très vu enfin, va créer ce biais de confirmation. On ne prend en considération que ce que l'on croit déjà. Et donc, l'idée, c'est de s'amuser à faire comme si on considérait comme vrai, et plus que de s'amuser, c'est de prendre en compte comme vrai et digne d'intérêt toutes les informations dans un premier temps. Dire, ah oui, ça c'est vrai. On peut même, quand on est en formation à plusieurs, quand on est en atelier, c'est ne pas hésiter à ajouter la phrase, oui, tout à fait, tu as raison. Déjà, rien qu'en disant ça à une personne, tu as raison, ça veut dire que soi-même, on prend en considération comme vrai l'affirmation ou l'information, et puis ensuite, on va décortiquer ces informations, et ensuite, on va peser le pour, le contre, on va argumenter de façon objective, aussi bien les informations que l'on amène que les informations amenées par d'autres personnes. Donc, pour quitter ce biais de confirmation, voilà, il faut considérer comme vrai et ne pas faire ce que l'on entend souvent, c'est mais non, ça ne marchera jamais. Commencer par dire mais non, oui, mais non. Là, on va forcément activer très fortement ce biais qui nuit totalement à la créativité. Un autre biais, c'est le biais de comparaison sociale, c'est l'autocensure que l'on a quand on est dans un milieu, on a une vue qui domine, une culture dominante dans notre milieu. Et si on pense un peu différemment à cette culture, bah, c'est pas forcément bien vu, c'est pas logique. Et donc, on va s'auto-censurer. Et donc, un des antidotes, ça va être de faire de la culturation, donc de fréquenter des gens aux cultures différentes, aux points de vue différents, dans des domaines les plus larges possibles, pour avoir cette capacité finalement à sortir du bien-pensant de notre milieu, pour pouvoir s'offrir l'opportunité de voir les choses un peu autrement et d'avoir le droit de penser des choses qui ne sont pas celles qui communément est admises. Là maintenant, je vais vous parler donc je passe des questions sur les biais. Il existe beaucoup de biais. Vous trouverez de la littérature sur les biais sur Internet. C'est assez intéressant de comprendre les biais parce que c'est des mécanismes intrinsèques à toute personne et donc c'est des mécanismes on a du mal à passer à travers. Et donc les comprendre, savoir que ça existe, c'est déjà un premier pas pour éviter de tomber dans ces pièges. Donc quand on fait de l'innovation, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, c'est l'innovation qui consiste à faire évoluer ce qui existe déjà. Donc, on a une référence et on le fait évoluer. Donc on sait où on veut aller. J'avais un iPhone 8, je veux en faire un iPhone 10. Je sais que je veux un appareil photo plus performant, je veux un poids plus léger, je veux une meilleure autonomie, etc. On liste ça et on fait un cahier des charges. Et c'est le point de départ pour les équipes de développement, pour développer le produit, avec un cahier des charges où on sait exactement où on veut aller. On connaît l'identité finale du produit et on sait mesurer l'atteinte de cet objectif en termes de qualité, de coût à atteindre, de délai. On sait les tâches qu'il faut mettre les unes après les autres pour arriver. Et donc, c'est du développement classique, c'est de la conception classique de produits, de processus. Voilà, on sait, c'est de l'innovation incrémentale, c'est de l'amélioration de l'existant. Et puis, quand ça ne marche pas, quand on veut passer à autre chose ou quand on a un besoin à résoudre qui ne se résout pas de cette façon, on va faire de l'innovation de rupture. C'est donc, on va aller chercher des solutions qui ne sont pas connues aujourd'hui. Donc, on ne peut pas écrire noir sur blanc un cahier des charges en disant, voilà, ce que je veux, c'est un processus de cette façon ou un produit de cette façon. Je ne sais pas le faire. Donc, j'ai besoin d'explorer différentes pistes et au fur et à mesure, je vais avancer. Et donc, l'idée, c'est qu'on va quitter le dominant qui existe dans le produit actuel ou dans le service actuel pour aller vers quelque chose de nouveau et on va rompre avec l'identité classique du produit ou de l'objet ou du service, du processus. Et donc, c'est ce qui est compliqué, c'est d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore existant. L'exemple avec un élément tout simple qui est l'aspirateur. Donc, les premiers éléments, les premières ébauches d'aspirateur datent du fin du 19e siècle et c'est Hoover au début du 20e siècle qui a industrialisé le premier aspirateur, l'aspirateur traîneau. Donc, la photo, c'est une femme qui passe l'aspirateur. On est dans les années 20, donc encore une société encore misogyne. Donc, je suis désolé, je devrais changer cette photo. Et donc, on a un aspirateur qui fonctionne selon un principe qui n'a pas changé depuis ces années-là.
Et aujourd'hui, tous les fabricants classiques et traditionnels d'aspirateurs proposent des aspirateurs qui fonctionnent sur ce principe. On a un moteur qui crée un vide d'air, une aspiration, et l'air aspiré passe dans un sac et les poussières sont récoltées dans le sac. Donc on a un aspirateur avec un sac, et c'est le dominant design des aspirateurs. Ça fonctionne bien, on l'améliore. Ça a quand même quelques désavantages, notamment le sac s'encrasse. Il faut le vider, c'est pas très glorieux à faire. Et puis le sac en s'encrassant, l'aspirateur perd de son efficacité. Donc tous les constructeurs ont cherché à compenser ce problème, donc avec des moteurs de plus en plus puissants. Après, l'aspirateur devenait bruyant, il a fallu faire des systèmes pour le rendre plus silencieux, etc., etc. Et finalement, on a quitté ce dominant design, c'est Dyson qui a donné naissance à un nouvel aspirateur où on a enlevé le sac. Donc on a changé une caractéristique essentielle de l'aspirateur. Et là, c'est un peu comme si on voyait les aspirateurs comme des êtres vivants, et on a une nouvelle espèce qui apparaît. L'ancêtre, c'est l'aspirateur classique avec sac, et on a l'aspirateur sans sac qui est une nouvelle espèce qui apporte des avantages, des inconvénients aussi, mais qui peut présenter plus d'avantages que d'inconvénients pour une catégorie de personnes, et va trouver un nouveau marché ou va relancer un marché. En tout cas, ça va permettre à Dyson de se différencier et de lui amener le succès que l'on connaît aujourd'hui. Même si à l'époque, quand il a présenté son invention et il voulait l'industrialiser, aucun industriel de l'époque voulait industrialiser son aspirateur, et c'est lui-même qui a produit son aspirateur. Il était vendu près de 2000 €, je crois, l'aspirateur que vous avez sur la photo, en 1986. Mais il a trouvé des clients, il a trouvé un marché, et du coup, ça lui a permis de créer sa société qui a un succès assez important. Autre exemple, c'est l'aspirateur robot iRobot. En fait, on quitte l'aspirateur traditionnel pour aller vers un aspirateur qui est tout petit, qui aspire très mal, mais finalement, il aspire mal, mais on va le laisser passer longtemps toute la journée de façon automatique et seul. Et du coup, au final, il va aspirer aussi bien en termes d'efficacité. Il va rendre la pièce aussi propre qu'un aspirateur classique, mais le processus est différent. Au lieu d'aspirer bien peu de temps, on va aspirer mal longtemps, mais ce n'est pas une personne qui passe l'aspirateur. Du coup, voilà, c'est une autre façon de voir la chose, et donc c'est un nouvel objet avec des caractéristiques qui lui sont propres. Et donc l'innovation de rupture consiste à quitter les caractéristiques essentielles qui dominent dans un objet, dans un processus ou un procédé. Et donc c'est important de comprendre ça, parce que ça va être la clé des outils qui permettent qui sont les outils que je vais vous présenter ici, qui permettent de faire de l'innovation de rupture. L'idée, ça va être en fait de revoir autrement les objets. Prenons un exemple existant, donc qui était vécu par la NASA, qui faisait la conception du véhicule du rover pour les premières missions Apollo, donc un petit véhicule lunaire qui se déplaçait sur la Lune pour faire des mesures, des essais, capter des informations. Il va aller sur la face cachée de la Lune, et donc il a besoin de lumière à l'époque pour faire les feux du véhicule. Donc ils utilisaient des ampoules à filament, qui sont des ampoules qu'on ne trouve plus, parce que c'est très énergivore, et donc c'est une ampoule constituée d'un culot, d'un filament et d'un globe d'un bulbe autour du filament. Ça n'a pas évolué depuis. C'est Thomas Edison qui a été le premier à imaginer l'ampoule électrique. Bien sûr, ça s'est amélioré, mais l'ampoule de Thomas Edison et l'ampoule classique qu'on utilisait encore il y a quelques temps, l'ampoule à filament, possèdent les mêmes caractéristiques. Simplement, il y a des évolutions industrielles de fabrication pour la rendre de plus en plus moins chère, plus robuste, son heure d'utilisation augmente, etc. Mais on est sur les mêmes procédés. Et donc, quand on a posé la question aux ingénieurs de trouver une solution pour éviter que cette ampoule casse au moment du décollage, au moment de l'atterrissage, pendant les vibrations, il y a des essais qui montraient que le verre autour était fragile et qu'il y avait un risque que ça casse. Eh bien, ils ont cherché une solution en conservant cette ampoule telle qu'elle est et en identifiant des systèmes compliqués d'amortisseurs, des systèmes de verre autour dans des matériaux compliqués, coûteux. Ça a mis du temps, et la mission a même failli subir un retard. Et puis à un moment donné, une personne est arrivée et a dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas tout simplement ce qui pose problème, c'est le globe qui est autour, puisque ce globe consiste à garder de l'air ou un vide d'air autour du filament pour éviter qu'il y ait de l'oxygène qui vienne brûler le filament. Sur la Lune, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'atmosphère, donc le globe ne sert à rien. Donc finalement, il suffisait de voir l'objet autrement, avec de nouvelles caractéristiques, pour trouver une solution qui était vraiment qui était évidente, mais que personne n'avait trouvé à l'époque. Donc l'idée, c'est bien de changer les caractéristiques d'un objet pour avoir l'opportunité de trouver une solution quand la solution nécessite de
d'être original nécessite de trouver quelque chose qui n'existe pas. Évidemment, si on résout un problème avec une solution connue, on ne va pas chercher à faire de l'innovation de rupture. En revanche, quand on a essayé on a des solutions à notre portée et ça ne résout pas le problème, ou quand on connaît aujourd'hui la crise, on sait qu'il y a eu un avant, il y aura un après, et on a des problèmes à résoudre, problèmes sociétals, économiques, tous les problèmes que l'on connaît, il va falloir les résoudre. Ce n'est pas avec ce que l'on faisait avant, avec les solutions actuelles ou les solutions d'avant, que ça va fonctionner. Donc, il va falloir imaginer de nouvelles solutions. Et donc, il faut être en rupture. Et donc, il va falloir repenser les caractéristiques des objets. C'est un peu comme si, en fait, on voyait les objets et leurs caractéristiques comme l'ADN des objets. Il va falloir déconstruire cet ADN pour pouvoir le reconstruire autrement, un peu comme un généticien qui jouerait avec l'ADN d'espèces vivantes pour construire de nouvelles espèces. Alors là, sans aucun jugement de valeur, si c'est bien, mal, et quelles sont les problématiques que l'on peut avoir à ça. C'est juste une analogie. Voilà, il faut changer les caractéristiques des objets. Donc pour ça, il y a besoin de comprendre, de décrypter l'ADN, donc de décrypter les caractéristiques, pour être en capacité ensuite de les reconstruire autrement, avec quelques outils. Et on va voir 3 outils juste après. Il me reste 10 petites minutes et après il y aura les questions. J'étais un peu long aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'amener des contraintes avec des outils pour imaginer des choses qu'on n'arrive pas à imaginer. Parfois, c'est la sérendipité qui fait ça, c'est de dire, finalement, de façon involontaire, je vais observer quelque chose et ça va me générer une idée, ça va m'amener une idée. L'exemple, vous faites le ménage, vous tombez votre télé par erreur, vous cassez votre téléviseur, l'écran ne marche plus, mais le son continue de fonctionner. Est-ce que c'est finalement un problème ou une contrainte? Et est-ce que ma contrainte, ce problème-là, je peux le transformer en opportunité? Vous dites, qu'est-ce que je peux faire de ma télé? Une pièce de décoration, le donner à une association qui va reconditionner la télé, peut-être la réutiliser. Ou bien se dire, finalement, je peux transformer la télé en poste de radio qui me permet d'écouter des émissions de télévision. Donc ça n'existe pas. Et c'est ce qu'a fait une société à partir d'un événement de ce type-là. Il y a quelques années, elle a créé un tuner pour capter les émissions de télévision pour les routiers, par exemple. Donc, les chauffeurs routiers pouvaient écouter les émissions de télévision, sans l'image, évidemment. Voilà. Donc, c'est typiquement, en activant ça, c'est ce qu'on va faire. Il existe des outils qui permettent, de façon évidemment mentale, on ne va pas à chaque fois casser réellement les objets, les services, mais de façon mentale, décortiquer l'objet et essayer de le reconstruire autrement. Donc, je vous propose trois petits principes. Il en existe beaucoup plus. Les techniques sont évidemment bien processées, etc. Mais là, dans un webinaire comme aujourd'hui, on ne peut pas le voir en détail. Il existe donc je vous présente trois principes. Le premier principe, c'est le principe de soustraction. On va sacrifier une caractéristique essentielle. Donc, on identifie les caractéristiques essentielles de son produit, on décompose l'ADN de son produit ou de son service. À travers ces caractéristiques essentielles, le but, ce n'est pas d'être exhaustif et d'avoir une liste de 50 caractéristiques, c'est d'identifier 2, 3, 4, 5 caractéristiques essentielles et de supprimer une caractéristique essentielle, de se poser la question, et si je n'avais pas cette caractéristique, à quoi ça me fait penser? Quel serait mon produit? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Comment cela pourrait résoudre mon problème ou comment cela peut me créer une opportunité? Et puis écrire toutes les idées qui viennent pour ensuite les trier, les filtrer par la suite. Et puis recommencer avec une autre caractéristique quand on arrive à bout de souffle et que finalement on n'a plus de nouvelles idées qui viennent. Donc on va générer à travers un objet imaginaire dans lequel on supprime une caractéristique et voir ce que ça peut amener. L'exemple, c'est la boule de gélatine où on supprime la bouteille qui contient l'eau pour avoir l'eau dans une boule de gélatine qui est consommable, donc on avale le contenant avec. Et c'est une place idéale dans les événements sportifs où on évite de jeter des gobelets ou de polluer avec des tonnes de bouteilles avec lesquelles on boit 2 gorgées d'eau et puis la bouteille est jetée. On a évidemment l'aspirateur Dyson où on supprime l'aspirateur. Et qu'est-ce qu'un aspirateur sans sac? C'est un aspirateur qui ne se bouge pas, c'est un aspirateur qui ne perd pas de son efficacité. Et comment après il faut trouver les solutions? Donc là, après, Dyson est allé puiser des solutions dans le monde industriel et l'a adapté à son aspirateur. Ou bien Volkswagen, à l'époque où sortait la coccinelle, voulait faire une voiture peu chère et robuste. Et donc, qu'est-ce que je peux supprimer? Plus je supprime d'éléments et plus je rends le système robuste, puisque moins j'ai de sources de défaillance. Si je supprime la pompe, la glace, j'ai un véhicule qui est plus robuste. Et donc, du coup, j'ai de l'eau qui est projetée par autre chose qu'une pompe. Donc, ils ont identifié des solutions. Et une des solutions trouvées, ça a été d'utiliser l'air sous pression de la roue de secours. Qui permet de pousser l'eau sur le pare-brise, pour laver le pare-brise.
Et comme à l'époque, il fallait revérifier la pression de ces pneus parce qu'on avait des pneus qui fuyaient régulièrement, eh bien, ce n'était pas un problème, on venait pas dégonfler de façon intempestive la roue de secours. Et on faisait l'économie d'une pièce coûteuse qui pouvait tomber en panne. Un autre outil, donc on supprime les caractéristiques et on se pose la question, quel est mon objet ou mon processus sans cette caractéristique. Un autre outil, c'est au contraire d'ajouter une caractéristique du monde proche de l'objet. On prend l'objet, on se dit cet objet ou ce processus ou ce service, quel est son contexte, quelles sont les caractéristiques des objets environnants, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute une caractéristique. C'est l'exemple de Black & Decker dont le décapeur thermique a ajouté une spatule. Donc, quand on décape un volet, on utilise une spatule. Et bien, si j'ajoute cette caractéristique spatule à mon objet, j'en fais un objet plus facile à utiliser. C'est l'exemple des coupes pizza où finalement je mange des pizzas dans des événements qui peuvent être des événements festifs, partagés avec des amis. Ça peut être l'occasion de regarder un match de foot par exemple. Et du coup, je vais ajouter une caractéristique issue du monde sportif, issue du football, à mon objet pour avoir un objet qui a une caractéristique propre, qui se différencie des coupes pizza classiques. En dessous, c'est la barrière anti-émeute, où finalement, si on fait réfléchir, je le fais souvent l'exercice où les gens sur une barrière qui ne tombe pas quand les personnes poussent la barrière, eh bien, il suffit d'utiliser les caractéristiques même le poids des personnes autour pour monter sur la plaque. En montant sur la plaque, vont tenir la barrière. Et donc, plus il y a de personnes à pousser la barrière, plus il crée un contrepoids qui empêche la barrière de tomber. Donc, on résout le problème de la barrière qui peut tomber sous la pression des spectateurs en utilisant les gens eux-mêmes. Donc, on ajoute des caractéristiques du monde environnement. Et ça va permettre, on se pose à chaque fois la question, si j'ajoute cette caractéristique-là, quelle est la nouvelle identité de mon produit? Est-ce que ça résout un problème? Est-ce que ça m'apporte une nouvelle opportunité? Et on fait ça caractéristique par caractéristique, en listant toutes les caractéristiques essentielles du monde environnant. Et on va lister comme ça toutes les idées que l'on note sans aucune censure. Et en fait, dernier outil, assez facile à utiliser également, c'est l'outil division. C'est on décompose le produit ou l'objet, que ce soit un processus ou un produit en caractéristiques essentielles, et on va essayer de les réorganiser autrement dans le temps ou dans l'espace. On va dire cette caractéristique, elle est déplacée avant, après, ailleurs. Donc, avec des exemples, par exemple, Sarenza. Le processus Sarenza, enfin le processus quand on achète des chaussures, classiquement dans une boutique, on rentre dans la boutique, on regarde les chaussures, on essaie la chaussure, et si elle nous va, on achète la bonne taille. Le processus par Internet, c'est différent. Et donc, Sarenza dit, moi, j'inverse, je joue avec ces étapes. Finalement, les gens achètent la chaussure, laissent chez eux, et puis je prévois évidemment de façon simple une méthode pour renvoyer la chaussure et changer. Donc, j'ai déjà le bon de retour, le bon d'échange qui est prévu. C'est assez simple, je le remets dans ma boîte aux lettres, le colis repart et je reçois ma pointure ou un autre modèle, etc. C'est le cas des lingettes où finalement on utilise une lingette, on imbibe de produit, on nettoie, on jette. Là, l'idée, c'est de dire finalement, je déplace, j'ajoute le liquide avant. Donc le liquide est ajouté avant et quand j'utilise, le liquide est déjà prévu sur ma lingette, un liquide antiseptique ou un liquide nettoyant, etc. La chaussure que vous avez en dessous, c'est la chaussure Newfeel de Decathlon. C'est une chaussure en fait où la semelle, on va utiliser une seule semelle intérieure pour plusieurs paires. Donc ils vendent des chaussures de toutes les couleurs. Évidemment moins cher, on achète la chaussure et la semelle et on réutilise la semelle. Donc en fait, on déplace la caractéristique semelle dans les différentes chaussures. C'est ce principe qui a permis d'identifier cet objet qui permet de faire l'économie. On n'achète pas une chaussure complète alors que finalement, quand on utilise une chaussure, on peut utiliser la même semelle. On a quelques exemples concrets de mise en œuvre de ces outils. Donc ces outils sont assez faciles à utiliser parce que je les ai désignés par des choses simples à retenir. Donc, soustraction, addition, division. On tronçonne le problème comme on tronçonne un saucisson et puis on vient déplacer les caractéristiques dans le temps ou dans l'espace. On supprime une caractéristique essentielle ou bien j'ajoute une caractéristique du monde environnant de l'objet ou du processus ou du produit que je veux réinventer. On se pose la question à chaque fois, à chaque fois qu'on utilise un de ces outils, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça génère comme idée. Si on fait ça en groupe, on génère les idées sans aucun jugement, on note les idées sans censure, et puis ensuite, quand on a une collection d'idées, on vient la filtrer par la suite sur les idées qui sont les plus originales, les idées qui résolvent un problème, les idées qui... Voilà. Ces ateliers, quand je les fais, c'est des ateliers qui peuvent se faire sur une demi-journée, et généralement, on sort une centaine d'idées sur un atelier d'une demi-journée.
Et après filtrage, évidemment, on va observer une dizaine d'idées qui vont donner lieu à des explorations, on va prototyper. Et puis parmi ces 10 idées, elles vont se sélectionner pour aboutir à une idée qui va être la solution retenue par l'entreprise. Bon, merci beaucoup Damien, merci pour toutes vos questions, votre interactivité. Vous allez recevoir prochainement un questionnaire qui va vous permettre de donner votre degré de satisfaction et de savoir sur quelles envies vous souhaitez que nous fassions d'autres webinars et demander éventuellement à Damien d'autres choses. Donc merci à tous, bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci encore Damien. Merci.